Alors je me permettrai non pas de conclure, parce qu'il n'y a pas de conclusion, on est dans une dynamique constante, mais peut-être deux observations. D'abord, on se sent mieux, on se sent moins seul, on se sent plus intelligent et plus solidaire après une soirée de cette nature. Même avec ces aspects techniques qu'on peut un peu contester, on n'a pas eu les dialogues qu'on aurait pu avoir, mais il y a d'autres lieux où on peut aller plus loin dans le dialogue. Vous pouvez venir à l'espace éthique, hein, le groupe est ouvert, et puis il y a une multitude d'initiatives. Sachez également, pour les gens qui veulent approfondir, il y a aussi des enseignements universitaires de qualité, et c'est toute la richesse du plan Alzheimer que d'avoir créé aussi cette dynamique. Alors, le premier point, donc, c'est se sentir mieux, et on se sent aussi mieux quand on a le sentiment qu'on est confirmé dans un certain nombre d'intuitions. Je trouve qu'il y a eu une continuité dans les différentes interventions face à cette exigence d'aller le plus loin possible, le mieux possible, face à des situations de haute vulnérabilité. Et moi, j'apprécie beaucoup cette citation du Comité consultatif national d'éthique. C'est son avis numéro 7. Plus une personne est vulnérable, plus on a d'obligations à son égard. Et chacun à sa manière, et j'ai beaucoup apprécié toutes les interventions, j'allais dire, des scientifiques, avec cette exigence de rigueur, et puis aussi cette assignation à aller plus loin dans le domaine scientifique. Dans la charte, on va retenir la nouvelle version de Joël Ménard, qui a insisté, on en avait discuté. Non, non, mais en tous les cas, elle va nous inspirer de la discussion, mais sans faire d'indiscrétion. On a discuté à quelques reprises avec Joël Ménard sur ce devoir de solidarité intergénérationnelle. Et je rappelle que quand il y a eu la loi Hurier-Cérus-Clave, vous vous rappelez la loi du 22 décembre 1988, il y avait une discussion à l'Assemblée nationale pour savoir est-ce que tous les jeunes ne devraient pas donner un peu de leur temps à la recherche biomédicale, parce que finalement, ils vont bénéficier à un moment donné, c'est cette solidarité. Alors il nous faut peut-être être plus inventifs de ces mots de solidarité. Ce que je note également aussi, et ça a été dit tout à l'heure hein, par un de nos intervenants, sur cette vulnérabilité cumulée, à la fois des personnes malades, des proches de ces personnes malades, des professionnels qui s'en occupent, quelles que soient leurs compétences, j'allais dire, c'est-à-dire quel que soit le niveau de leur investissement. Et je crois qu'il y a un vrai travail de réflexion sur qu'est-ce que c'est ces vulnérabilités, qu'est-ce qu'elles signifient et comment les atténuer, et comment créer davantage de relations interindividuelles, de vivre ensemble par rapport à ce défi. Puis le dernier point, je dirais pour les gens qui nous découvrent un peu, je trouve que l'éthique, d'abord elle est humble, mais elle est saisie et saisissante quand elle aborde des questions comme on les a abordées. On pourrait très très bien parler d'éthique d'une manière philosophique supérieure, hein, avec des hautes idées, des grandes envolées lyriques ou juridiques, en parlant de la dignité, en parlant de la personne, tout ça en mettant toutes sortes de majuscules. On a vu que ce n'est pas l'ordre du jour. Il y a d'autres réalités plus prégnantes qui défient nos suffisances en matière d'éthique et aussi en matière de démocratie. Et je crois que servir la cause Alzheimer et toutes les causes qu'elle recouvre, cette maladie d'Alzheimer, c'est les causes, et ça a été dit tout à l'heure, de toutes les vulnérabilités, de toutes les fragilités, de toutes les fissures sociales, mais aussi de toutes les solidarités possibles. Eh bien, ce défi de l'éthique, c'est un défi politique, je le disais en introduction. C'est-à-dire, ne nous contentons pas des phrases, ne nous contentons pas des théories, ne nous contentons pas des structures, mais allons plus loin, quitte à être marginal. Et je trouve, et je termine là-dessus, ce qui m'a énormément frappé en tant qu'auditeur, c'est à la fois la continuité de l'exigence que chacun a portée, chacun à sa manière, chacun dans son registre, pour montrer qu'il y a une cohérence possible dans l'investissement des uns et des autres. C'est l'intelligence parce que chaque fois, j'ai senti des pistes, c'est-à-dire chaque fois dans les mots, dans la manière de ciseler en quelque sorte le contour de nos responsabilités, on a des pistes de travail. Et donc, je vous remercie parce que si vous n'aviez pas été là, puis les gens qui nous ont quittés, il n'y aurait peut-être pas eu cette capacité, cette volonté de témoignage, cette volonté de partage. Mais soyez juste assurés de la sincérité de notre engagement. Depuis 15 ans, on a cherché à débusquer l'éthique, là où certains finalement considèrent que c'est assez désinvolte que de s'occuper de ces petites questions. Je rappelle que le premier groupe de l'espace éthique, c'est notre fierté, le premier groupe de réflexion, alors qu'on disait qu'il faut faire de la bioéthique, des choses savantes, le premier groupe de réflexion, ça a été avec les chambres mortuaires. Et dans quelques jours, le groupe éthique et vieillesse retrouve une nouvelle fois le groupe des chambres mortuaires, donc des agents de chambres mortuaires qui ne sont pas que de la PHP, mais c'est une dynamique très très intéressante pour évoquer toutes les questions autour des vulnérabilités quand on est aux limites du soin, voire aux limites de la vie, avec toutes les questions que ça pose. C'est notre fierté
que d'avoir, et puis une fierté, on est aussi heureux que notre institution nous ait soutenus dans cette démarche, d'avoir été plutôt de ce côté que d'un autre. Mais ça ne nous empêche pas, ça sera ma note de publicité, de vous annoncer pour le mois de novembre prochain la sortie en collection de poche d'une contribution qui pour nous est aussi importante, puisqu'on parle de l'éthique d'en haut et l'éthique d'en bas. C'est notre contribution au débat sur la bioéthique. Donc nous sortons donc chez RS un traité de bioéthique, 170 auteurs, 3 tomes de 500 pages. Et c'est aussi dire qu'on peut faire, entre guillemets, dans l'éthique d'en haut, tout en étant du côté de l'éthique d'en bas. Mais ce qui va vous surprendre dans votre traité de bioéthique, c'est comment on a cherché à réconcilier l'éthique d'en haut avec l'éthique d'en bas. Et je ne sais pas qui était en bas, qui était en haut, mais ce qui est pourtant le plus important, Spinoza le dit bien, c'est l'éthique du juste milieu. On a été vraiment dans le milieu et probablement là où l'essentiel se joue. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et rendez-vous pour la suite de nos aventures sur le site de l'Espace Éthique. Il n'y a pas que notre site qui est important, mais sur un autre site aussi dont on vous parlera dans les prochains jours, qui vous permettra de revoir également toutes ces interventions. Et je laisse le dernier mot parce qu'elle a une impatience toute naturelle à Catherine Olivet, sans laquelle nous ne serions peut-être pas ici, mais qui nous permet encore d'aller plus loin. Vous verrez les prochains rendez-vous. Non, moi, vraiment, sincèrement, de tout cœur, je voulais remercier d'abord les grands professionnels qui sont venus. Il y a eu des interprétations de M. Ménard sur la participation aux études, à la recherche, et sur ce devoir intergénérationnel qu'on n'avait jamais évoqué jusqu'à présent. Je n'avais jamais entendu cet argument-là, de dire si nous sommes vivants à un certain âge, nous tous qui passons notre temps à nous réjouir de voir tous ces jeunes retraités beaux, dynamiques, qui font des voyages et qui se portent très bien, c'est parce que des générations avant ont accepté de participer à des études qui nous ont permis non seulement de vieillir, de vivre longtemps, mais de vivre longtemps en bonne santé. Je n'avais jamais eu l'occasion d'entendre cet argument-là dans le cadre de l'argumentaire intergénérationnel. Dans le cadre d'un certain nombre de choses, dans les cités, j'en parlais tout à l'heure, j'en entends parler, dans l'animation, la solidarité des grands-parents avec les petits-enfants, etc. Je n'avais jamais pensé et absorbé cette notion de la solidarité dans ce domaine-là. Ça va nous demander, nous, de nous reposer, enfin moi en tant que famille, témoin, reflet des familles, ça m'interpelle beaucoup parce qu'il faut qu'on se repose la question de quelle façon nous parlons, nous, pères, P-A-I-R-S, pères de ces familles qui viennent nous rencontrer dans leur détresse, comment nous devons modifier notre parole. Je pense que depuis ce soir, je pense que j'ai découvert qu'il fallait que j'aborde avec les familles, avec mon reflet famille de malades. Il fallait que j'aborde cette question-là d'une autre façon. Et l'aborder aussi dans la cité, dans la ville, dans la citoyenneté. C'est une autre solidarité intergénérationnelle qu'il faut développer, éclairer et prôner. Très sincèrement, merci infiniment, Monsieur Ménard, de nous avoir ouvert cette nouvelle porte-là. Merci à tous. Vous qui êtes là, ceux qui ont parlé, qui ont consacré du temps, merci pour leur générosité et merci pour leur humilité.